impeccable. Et donc je finis la conférence avec les gens. Je dis l'œuvre elle est en bas, elle nous attend. Donc on a envoyé l'œuvre à l'île de Gorée, il fallait prendre le ferry. Et je vais à l'hôtel pour prendre une douche et aller voir l'œuvre. Et je reçois un coup de fil du directeur de musée historique de Gorée. Il m'a dit, nous avons un problème. J'ai dit, est-ce que le ferry a coulé? Il m'a dit, non, c'est pire. J'ai dit, comment ça c'est pire? Il m'a dit, c'est pire. Et alors, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, elle est devant la porte et elle ne rentre pas par la porte. J'ai dit, on casse la porte. Je paye pour reconstruire la porte. Il m'a dit, c'est patrimoine mondial de l'humanité. Il faut attendre 3 mois avec il faut l'accord de l'UNESCO. Et il faut écrire un courrier. Si vous voulez, on la laisse là et on reporte. Et là, je me suis assis sur une pierre devant et j'ai pleuré. Parce que c'est tout ce que je pouvais faire. Et je regardais cette bête énorme. Et je me disais, mais mon Dieu, comment je vais faire? Tu vois toujours trop grand. J'ai vu, non, mais c'était un cadeau qui venait du cœur. Et là, comme la pièce est en bois, je me suis dit, et si je la coupais en 2? Donc j'ai appelé mes copains artistes à Dakar, j'ai dit, vous me ramenez des pigments, de la colle, de machin. On a trouvé un gars qui est un menuisier qui a amené sa scie et on a coupé l'œuvre en 2. Et j'ai mis 3 jours à recoller à l'intérieur, à recoller la pièce. Ils m'ont donné une pièce énorme, on a mis l'œuvre. Et donc j'ai pas profité de Dakar, il y avait ma femme et les gosses qui se baladaient. Moi j'étais en train de... J'ai reconstitué la pièce, mais le jour, il y avait 300 ou 400 personnes pour l'inauguration, il y avait toute la biennale de Dakar. Et il y avait évidemment en première ligne l'ambassadeur du Maroc qui se levait pour faire un discours sur l'amitié. L'amitié qui lie le Maroc au Sénégal. Il dit, tiens, vous m'avez lâché tout le monde. Alors, je les ai tous laissés parler, et à la fin, on m'a quand même donné la parole. Et j'ai dit, écoutez, moi je suis heureux pour une seule chose. Je sais que cette pièce, elle sortira jamais de ce Voilà. Donc, j'avais ce genre d'histoire. Je me suis dit, il faut pas que ça disparaisse. Et voilà. Donc, on les a mises dans ce roman, dans ce recueil, le recueil de nouvelles. Vous pouvez rentrer, hein, peut-être qu'il y a derrière. David, rentrez, il n'y a pas de... Rentrez, il y a de la place comme ça, pour être pas au froid, il fait froid quand même. C'est dit. Là, c'est une anecdote justement sur Fréham, mais il y a aussi une petite nouvelle, moi, que j'ai beaucoup aimée, c'est Promenade à Marrakech. Ça vient d'où? C'est un souvenir, c'est plus une légende, comment c'est venu l'idée? Promenade à Marrakech, c'est que c'est pour expliquer que cette ville, c'est une ville de légende, c'est une ville d'histoire. Les gens dans cette ville, ils parlent en métaphore. C'est-à-dire on n'a presque aucun mérite à être écrivain, Jean-Noël le sait, à Marrakech. Mais oui, et Muriel aussi. Et donc les écrivains vont souvent à Marrakech parce que c'est une ville qui foisonne d'histoire. À Marrakech, on ne se dit pas, il y a des peintres en bâtiment qui ont peint la ville en rouge. Non, ils disent le jour où on a planté le minaret au cœur de la Koutoubia, le minaret de la Koutoubia au cœur de la ville, elle a tellement saigné que ce rouge qu'on voit sur les façades vient de là. Et vraiment, les gens racontent un peu ça à Marrakech. Ils ne disent pas, ils parlent comme ça. Ils ne disent pas que on a planté les palmiers autour de Marrakech pour faire la palmeraie. Il y a des nomades qui sont venus, ils ont jeté des noyaux et soudain. Oui, mais c'est ça. Et moi j'ai grandi à Marrakech avec le compteur. Moi pour aller à l'école, je passais par la plage de Metz. Non, c'était le monsieur.
C'est pour ça que ça sonnait. Donc le compteur à Jamalsna, moi pour aller à l'école, je m'arrêtais là. Je m'arrêtais vraiment et j'écoutais. Et il y avait toujours des histoires incroyables. Il y avait toujours des histoires de Antar et Abla. Je me souviens un peu Antar et Abla. Antar, c'était le gars qui défendait la veuve et l'orphelin et qui te racontait des aventures incroyables, bien sûr. Et le gars, il racontait, et on aimait Antar. C'était notre héros à tous. Et puis il promenait sa sébile comme ça pour ramasser de l'argent. S'il n'y en avait pas assez, il mettait Antar en prison, il disait demain, je vous raconte la suite. Mais les gens ne le laissaient pas partir. C'est-à-dire, c'était une ronde, on ne laissait pas le gars partir. Il fallait qu'il le libère. Il dit oui, moi je veux bien le libérer, mais il faut que je mange. Et donc il distribuait, il tournait et il soupesait l'argent et soudain il y avait des gens qui venaient libérer un peuple et il allait retrouver Abla sur la colline au vautour. Donc Marrakech, c'est pour ça que je ne pouvais pas faire ce petit livre de nouvelles sans raconter Marrakech de cette manière. Mais il y a plein d'histoires, qui sont, je veux dire, on ne peut pas les inventer. Hein? Moi, je trouve que c'est un livre d'état d'esprit, donc quand même l'absurde, l'humour aide à supporter ce qu'on n'a pas. Non? Oui. D'accord? Oui, absolument. L'humour pour survivre en quelque sorte. Mais toujours Marrakech, on s'assoit et les gens viennent te raconter une histoire incroyable. Moi, là, il y a une autre nouvelle. David, essaye de rentrer, ils vont te trouver. Un jour, j'étais au café Argana, qui a explosé un jour. Et il y a quelqu'un qui m'a raconté une histoire. Il m'a raconté une très jolie histoire. L'histoire du dentier, je la raconte là. Et elles sont drôles ces histoires. L'histoire du dentier, c'est un gars qui m'a raconté une histoire. Ça se passe dans un petit boui-boui, il joue aux cartes et celui qui perd, il paye la tournée à tout le monde. Et il y a un kidam qui a joué toute la journée et toute la journée il a perdu. Et donc à la fin de la journée, il est allé voir le garçon et il dit écoutez, j'ai pas de quoi vous rembourser, faites-moi crédit et quand j'aurai l'argent, je vous paye. Ah le gars non, il dit non, tu me laisses une bague, une montre, ce que tu veux, et quand tu auras mon fric, tu viendras chercher, tu la connais. Et alors, le gars, il n'avait pas de quoi rembourser le barman. Donc tous les jours, il venait, oui, alors, il lui a dit, prenez ce que vous voulez sur moi. Il a regardé, il avait une chemise déchirée, un pantalon graisseux, tout était délabré sur cet individu, sauf les dents. Les dents étaient trop blanches pour aller avec un corps aussi délabré. Et alors, il met le pouce et l'index dans la bouche du gars et il lui arrache le râtelier. Il a les entier, il le met avec l'argent de la caisse, il dit quand tu auras mon fric, tu viendras chercher tes dents. Pas de problème. Et puis le gars, le pauvre, pendant longtemps, il n'avait pas de quoi rembourser. Alors il venait avec son sandwich tous les midis, il empruntait le dentier. Il mangeait, après il le lavait. Et le gars, il le mettait avec la recette du jour. Il le mettait. Les gens viennent me raconter des histoires. C'est pour ça qu'on n'a pas de mérite d'être écrivain à Marrakech. Et quand on était à la maison, il y avait le salon du livre. Et j'ai invité tous les Marocains, tous les écrivains marocains. Mais ça me démangeait de leur raconter l'histoire. Mais les écrivains, c'est des filles voleuses. Dès que tu leur racontes une histoire, leurs yeux se mettent à briller. Mais dès qu'il y a une histoire, les écrivains, c'est une race à part. Dès qu'il y a une histoire, et soudain, c'est le silence, et leurs yeux, regardez les yeux de Jean-Noël. David, assieds-toi. Rentre. Trouve-toi. Ça va, Nabil? Ça va.
Alors j'avais l'histoire et je voulais la raconter, mais j'avais peur d'eux. Mais en même temps, ça me démangeait de leur raconter l'histoire du dentier. Et je leur ai dit, j'ai une histoire, mais je ne vais pas vous la raconter. Ils ont dit, on est tous là. On est témoins, tous. Ah bon. Donc j'ai raconté. Mauvaise idée. Mauvaise idée. J'ai raconté l'histoire, et évidemment, ils étaient heureux tous. Et un copain, Fouad Laroui, je les nomme d'ailleurs. Je me venge, je les nomme. Alors Fouad, elle nous a dit, moi, si cette nouvelle n'est pas publiée dans les 6 mois, je vous annonce tout de suite que je la prends. Je la prends cette nouvelle, je ne... Entre essayer de trouver une place. On va se trouver une place. Alors voilà. Et c'est froid dehors. Alors, 6 mois, jour pour jour, je reçois un mail de Fouad qui me dit, de toutes les nouvelles que j'ai envoyées à Julia, celle du dentier que nous a raconté je sais plus qui chez toi, salopard. Mais c'est vrai. Je t'ai dit, l'écrivain c'est comme ça, il faut bien le raconter. Alors, je lui ai dit, mais tu vas arrêter tes conneries là. Et il m'a envoyé les 10 pages qu'il avait fait de cette nouvelle. Et ce qui m'a le plus rendu malade, c'est que c'était plus drôle que ce que j'en avais fait moi. Ça m'a rendu, mais vraiment, j'étais pas content. Je lui envoie un mail incendiaire et je lui envoie les 10 pages que j'en ai fait. Mais moi, le problème avec moi, c'est que le dentier, le gars est un fossoyeur, il a récupéré sur un mort. Enfin, c'est toujours morbide avec moi. C'est-à-dire, ça démarrait mal. Et avec lui, c'était croustillant, c'est magnifique. Alors, il m'a dit, nous avons un problème. J'ai dit, moi, j'ai 0 problème. Toi, tu as un problème. Il m'a dit, écoute, je l'avoue, j'ai essayé de la voler, mais je vais te la rendre. Mais laisse-moi la transformer. Si tu me laisses la transformer, et si tu es d'accord, je la publie. Si tu n'es pas d'accord, je ne la publie pas. Je suis d'accord. Et il a changé. Ça commence toujours au café, il joue aux cartes, dans ce petit boui-boui. Le gars n'avait pas de quoi payer, il m'a dit, je vais commencer par la même histoire. Mais en fait, il ne va pas lui arracher les dents, le dentier, il va lui arracher, il avait des espèces de tessons de bouteille, quand il les enlevait, il ne voyait plus rien, il lui a arraché les lunettes, il dit, quand tu auras mon fric, tu viendras chercher tes yeux. Et donc, le gars il y avait tous les jours, dans ce petit boui-boui, il y avait une petite télévision au plafond, qui grésillait toujours, et il venait suivre une telenovela brésilienne. Il y avait Antonio qui aimait Priscilla. Ils ont habité une villa magnifique. Ils avaient des petits soucis de jalousie, mais à la fin de la soirée, ça s'arrangeait toujours. Donc il venait tous les jours à 4 heures pile, il mettait les lunettes, il regardait son feuilleton, et il rendait les lunettes, il restait aveugle le reste. Et puis un jour, le garçon, là, il a eu pitié. Il a eu pitié de... Je ne vais pas le laisser aveugle tout le temps. Il lui dit, écoute, prends tes yeux et va-toi, va-t'en. Et le gars lui dit non. Ah non. Moi j'ai appris à avoir un petit moment de bonheur. Ça me dirait un quart d'heure dans la journée, je ne vois pas la misère, je ne vois pas le machin. Donc il en a fait un truc moins drôle, mais beaucoup plus joli. Vous croyez que c'est la fin? C'est pas la fin. C'est pas la fin. Et donc cette histoire, il l'a publiée dans un truc qui s'appelle Le Maboul, qui est un très joli recueil de nouvelles. Peut-être qu'il doit être quelque part ici. Il y a tellement de livres ici qu'il doit sûrement être là. Donc il a publié dans Le Maboul, c'est un petit recueil de nouvelles avec... Et puis un jour j'étais à Londres, j'avais une traduction d'un livre cannibale ou je sais pas quoi. Et donc je suis allé le présenter, et on était deux, il y avait une fille,
Nancy Houston et moi. Elle présentait son livre, moi je présentais le mien. Et en général, après la présentation, on allait tous faire les bars pour goûter les bières du coin. Et donc, on est allé prendre un pot et je lui ai raconté cette histoire qui m'est arrivée avec Fouad. Et soudain, j'ai vu ses yeux. Je me suis dit, c'est pas possible. L'histoire a déjà été volée, transformée. Elle va. Et puis, 3 ou 4 mois après, je reçois un mail pour me dire, écoute, mais, c'est-à-dire ton histoire, elle est belle, l'histoire de Fouad est belle, mais les deux en même temps. Donc elle a écrit un petit livre qui s'appelle Braconnier d'histoire. Un très joli livre où elle a pris les deux histoires, comme je vous les raconte, en mieux. Avec des dessins, elle a fait un très très joli livre qui s'appelle Braconnier d'histoire. Et alors, Nancy Houston, elle s'est mariée avec qui? Elle s'est mariée avec Todorov, philosophe bulgare, qui nous a quittés. Et quand elle écrivait, Svetan regardait par-dessus son épaule pour voir un peu ce qu'elle faisait, et cette histoire l'intéressait visiblement. Et elle lui a dit, écoute, là il n'y a que des voleurs. Le voleur, le premier, celui qui se croit honnête, il a déjà volé l'histoire, c'est pas à lui que c'est arrivé. C'est arrivé à quelqu'un d'autre. Donc lui, le premier qui se croit vertueux, il est voleur. Fouad est un voleur aussi. Et toi, ma chérie, toi, tu as raflé tout. Tu as raflé toute l'histoire. Et moi, j'ai envie d'intervenir dans ce livre. Donc il y a l'écrivain A, c'est-à-dire moi, premier voleur, écrivain B, Fouad, deuxième voleur, écrivain C, Nancy Houston, et lui, écrivain D, il a dit, moi je vais mettre de l'ordre dans cette chose ça. Alors, ton livre volé va être un succès, bien sûr. Et comme tous les succès, il va être acheté par Spielberg. Il va acheter par Spielberg. Et Spielberg va en faire un film qui va avoir un succès comme tous les films de Spielberg, un succès mondial. Il sera vu à New York, il sera vu à Paris, à Madrid et à Marrakech. Et dans ce petit boui-boui où le gars va voir son histoire sur la petite télé accrochée au plafond, il va demander de droits d'auteur et c'est avec ça qu'il va payer sa dette. Et on va aller voir du vin. Magnifique, franchement. Je pense on s'arrête là. Ça va, hein. On te laisse le temps de signer à tout le monde. On va signer et après, Et tout le après- monde est invité. Il y a du pinard, du fromage et de la charcuterie. Pour Voilà. les musulmans. Merci encore, Marie. Voilà. Je m'assois, oui, je m'assois là. Ah, d'accord.